Hey, tu aimes ce que fait Soul Bando? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soul Bando, /Soul Bando. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Numéro 91. Ça fait quand même presque 2 mois, Kenley, qu'on n'a pas fait d'émission. En fait, on a pris une pause au mois de décembre parce que c'était les vacances, hein, comme tous les frères et sœurs qui ont décidé de prendre des vacances. Et là, on est de retour. En fait, on devait faire... En fait, non, on a fait une émission au mois de décembre. Parce qu'on a fait l'émission au mois de décembre avec Franck Foucré, qui était sur l'intelligence artificielle et la franc-maçonnerie. Okay. Et déjà là, au mois de décembre, ça commençait à être un peu fou, la technologie. Et là, depuis ce temps-là, le mois de janvier, on devait faire une émission. Il y a eu quand même des petits empêchements à gauche et à droite, parce que je suis quand même arrivé un petit peu plus tard au Québec. Et puis après, j'ai eu un changement de travail et tout ça, donc ça a été un peu plus, qu'on pourrait dire en bon québécois, un rock'n'roll, là. Ouais. Mais bon, on est là au mois de février. On va faire 2 émissions au mois de février, donc inquiétez-vous pas, on va rattraper le temps perdu. Parlant de rattrapage aussi, ben, on va saluer aussi notre membre Patreon, en fait, Premium, donc Plancher Goyette, compagnie québécoise qui font des planchers industriels. En fait, ils font du commercial industriel. Ils font un peu de résidentiel si vous avez des besoins, en fait. On va les mettre dans l'adresse à l'écran. Mais Plancher Goyette, c'est notre commanditaire Premium Patreon. Donc, encore une fois, un grand merci de nous accueillir. Et puis, et donc, dans ce rattrapage-là, en fait, le mois de décembre a été quand même assez intéressant pour moi. En tout cas, je ne sais pas pour toi, le côté vacances, comment ça s'est passé. Moi, dès le 11 décembre, j'ai changé mes plans de vacances. Parce qu'originalement, je devais aller au Mexique tout le mois de décembre. Puis finalement, j'ai fait un stop à Paris. Donc, j'ai été au Grand Orient de France. J'étais allé à la conférence de l'UMLI. Donc, l'Union maçonnique des obédiences, je pense, libérales internationales. Quelque chose comme ça. Et l'UMLI, c'était super intéressant. C'était la première fois que je voyais vraiment une organisation où elle encourageait les obédiences présentes à faire des événements basés sur un thème qui était proposé par les membres de l'UMLI. Okay. Donc là, durant toute l'année 2026, ils vont avoir des conférences un peu partout à travers le monde avec un sujet spécifique et dont il va y avoir un salon maçonnique là, au Portugal qui va être en fait supporté, pas financièrement, mais supporté moralement par l'UMLI. Donc, on pourra mettre les informations là, dans l'émission, mais je trouve ça intéressant de voir comparativement au Clipsas, tu sais, j'ai quand même adoré notre expérience au Clipsas, mais comparativement au Clipsas, c'est que de l'action. Okay. Puis ça, je trouve ça le fun parce que ça va peut-être venir aussi avec le sujet d'aujourd'hui, tu sais, qu'on a choisi pas mal la dernière seconde, mais c'est à cause qu'il y a eu un mix dans les sujets. Mais d'être dans l'action, je trouve ça intéressant parce que ça montre aux francs-maçons à aller plus loin. Tu sais, une fois qu'on a fait notre travail à l'intérieur, ben on se permet d'aller aider à l'extérieur. Puis j'ai vu, de ce que j'ai pu voir de l'UMLI, ça donnait cette opportunité-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Boss administration plus du côté initiatique. C'est ça. Puis tu sais, tu le vois, là, je veux dire, même nous autres, à la grande loge, là, des fois, ça va. Il y a beaucoup d'administration. Tu sais, l'administratif, c'est très lourd. Tu sais, ça défait tout le côté initiatique, d'ailleurs, qu'on va parler aujourd'hui. Là, en fait, du sens du chemin initiatique. Mais et donc, c'est ça. Donc, là, d'aller dans l'action, moins l'administration,
on ne parle pas de chiffres, de règlement général ou quoi que ce soit. On se concentre vraiment sur des actions dans le monde profane. Ça, j'ai trouvé ça génial, génial, génial. Puis après, ben, j'ai pris l'avion pour me rendre, au Mexique. Donc, j'ai passé un mois avec ma copine au Mexique. Puis on s'est vraiment bien amusé. Puis là, ben, j'ai découvert l'heure mexicaine. Ah ouais. Alors, ça, c'est très drôle. Donc là, on se fait inviter à... On avait des cérémonies, en fait. On avait une cérémonie de solstice d'hiver. OK. Grand Orient National mexicain. C'est des amours. Hein. C'est vraiment des amours, ces frères-là. Puis, donc, on arrive là. Ils nous disent, arrivez à 8 heures le soir. On est prêts. On va vous accueillir. Ça va être le fun. Et finalement, tout a commencé à 11 heures le soir. Donc là, à 3 heures le matin, moi, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et là, ça faisait des santés. Puis les santés là, mexicaines, là, ça crie «Fuego!» Puis après ça crie «Mas fuego!» Puis après ça, ils disent quelque chose d'autre en espagnol qu'on comprend pas. Blablabla. «Fuego!» Puis là, tu sais, écoute, on a fait 21 santés. Sans arrêt. Ça n'avait aucun sens. Et là, rendu à 3 heures le matin, je vais, OK, là, ça suffit, là, il faut qu'on parte. T'sais. Mais ça a été tellement une super belle expérience. Fait qu'on a vraiment vécu quelque chose qui était très bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et puis après, ben, on a recommencé notre saison maçonnique. Toi, de ton côté, le temps des fêtes, parce que je crois même que là, ça continue. Vous avez célébré dans pas long la fête de l'Arche d'Alliance aussi. La commémoration de l'anniversaire de la loge. Oui, oui, bien sûr. Pour la fête de fin d'année, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Ma dernière tenue, puisque présentement, en tant que passé vénérable maître, j'ai le maillet de la respectable loge l'Arche d'Alliance. Donc, j'ai le maillet de cette loge jusqu'à fin mars et début avril. Et puis, donc, on a organisé notre dernière tenue d'Action des Grâces pour dire merci au grand architecte de l'univers parce que, bon, on a passé 12 mois en santé. Et puis, 12 mois qui aussi, où la loge a été très bien pendant toute l'année. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant les fêtes de fin d'année? Donc, j'ai organisé certaines fois des soupers où j'invite des frères et sœurs à venir partager un bon repas avec moi, surtout ceux qui n'ont pas de famille ici. Parce que moi, je connais aussi la solitude de vivre en décembre ici au Québec. Oui, parce que là, ça fait combien d'années que tu es ici exactement? Ça fait 5 ans. 5 ans? Maintenant, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc, tu as vécu ce moment-là aussi. Je connais cette solitude. D'ailleurs, moi, en tant qu'haïtien, les fêtes de fin d'année, c'est des fêtes communautaires, contrairement à ici, où c'est des fêtes familiales. Donc, pour un Haïtien qui vit ici, qui n'a pas de famille, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants et même des frères et sœurs se plaignent de la solitude et demandent à la loge d'organiser plus d'activités parce que c'est extrêmement difficile, surtout en hiver où les gens ne sortent pas. Généralement, c'était ça. Et puis, accompagner quelques frères et sœurs aussi dans des travaux maçonniques et puis passer du temps avec la famille, c'était ça. C'était ça autour. Je pense quoi de... C'est intéressant. Ça fait juste me penser à quelque chose parce que j'ai... Dans ma loge, bon, je suis le premier surveillant de ma loge et il y a un ou une compagnon qui a demandé, qui m'a posé une question, puis que c'était une observation que la personne, en fait, elle avait fait, puis elle trouvait qu'au Québec, l'aspect fraternel était moins présent que dans certains pays, peut-être comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique, où que la fraternité, les gens sont beaucoup plus ensemble, sont beaucoup plus attachés, se communiquent toujours. Est-ce que tu as cette impression-là? Parce que justement, tu disais que il y avait des frères ou des sœurs qui se sentaient seuls durant le temps des fêtes. Est-ce que tu as cette impression-là? Peut-être qu'au Québec, il y a peut-être un plus grand détachement, peut-être, avec ce genre de choses-là? Oui, je dirais qu'il y a un plus grand détachement parce que si on prend le cas d'Haïti, donc les frères et sœurs sont toujours ensemble. Il y a toujours des groupes d'amis, de frères et sœurs qui sont toujours ensemble. Et là, ici,
je ne veux pas dire que l'aspect n'est pas comme en Haïti, mais c'est moins, un peu moins parce que, aussi avec le système, donc les gens travaillent, ils n'ont pas aussi Ouais. beaucoup de temps comme en Haïti où on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Ici, on compte une fois ou deux fois par mois en loge et c'est tout. Alors qu'en Haïti, les frères, les sœurs se rencontrent assez souvent à l'extérieur de la loge, soit pour des boissons mystiques, soit pour passer du temps ensemble et manger, soit pour appuyer une personne qui a un problème. Donc, oui, l'aspect fraternité, un peu moins, mais moi, de mon côté, j'essaie de faire de mon mieux, surtout à travers ma loge, d'être toujours là, présent pour mes frères et sœurs, euh, comme je peux, donc de les accompagner, d'appeler assez souvent les gens que je sais qui vivent seuls ici ou qui n'ont pas de famille. Mais oui, l'aspect de fraternité est un petit peu moins ici, par exemple qu'en Haïti ou dans d'autres pays que j'ai Ouais. visités. Ouais. Puis je sais pas comment ça se passe dans votre pays. D'ailleurs, là, si le sujet là, vous accroche rapidement, là, faites un commentaire là, sur notre page YouTube. En fait, je serais intéressé parce que tu sais, littéralement, là, c'était pas prévu, là, tu sais, mais je pense à ça. Puis c'est vrai que j'ai l'impression que en tout cas, moi, dans ma loge à moi, le côté québécois, tu sais, on a beaucoup de Québécois, mais on a aussi des Européens, on a des Français, des Belges, tu sais, je pense qu'on a un Suisse puis un Italien. Euh, puis c'est très fraternel dans la loge, mais nous, on n'a pas de groupe WhatsApp pour se parler. C'est ça. Il n'y a pas cette continuité-là. Euh, c'est peut-être ça je sais pas, c'est peut-être ça qui nous manque. Puis il me semble que j'ai peut-être pas vu ça en Europe, mais quoi que je suis pas parti d'une loge en Europe, fait que je peux pas je participe pas vraiment, mais ouais, c'est une observation que j'avais faite. C'est pour ça que je me demandais justement. Chez nous, on n'a même pas un seul groupe WhatsApp. On a un groupe avec tous les apprentis, un groupe avec tous les compagnons, un groupe avec tous les maîtres, Ouais. un groupe avec tous les membres de la loge. Au total, on a 4 groupes. OK. Donc, il y a un groupe de base où on partage toutes les informations. C'est Ouais. il y a tout le monde. Il y a un groupe qui concerne que les apprentis. Donc, il y a un groupe qui concerne les compagnons. Il y a un groupe qui concerne que les maîtres. Donc, ça nous permet d'être toujours en contact, de discuter, de prendre des nouvelles des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui demande une attention, donc, oui, on est très soudés à ce point, oui. Wow, ben je pense on a beaucoup à apprendre de vous autres. Je trouve ça bien, puis j'aimerais vraiment ça, là, tu sais, ceux qui nous écoutent présentement, si vous avez des commentaires là-dessus, là, vraiment, glissez vos commentaires parce que glissez vos commentaires. Écrivez vos commentaires. Si vous les glissez, on les verra pas, ils vont disparaître. Mais écrivez vos commentaires parce que je serais curieux de voir votre réalité, comment ça se passe de votre côté. Puis pour moi, tu vois, avant qu'on aille au sujet principal, mais tout ça, c'est relié, tu sais, parce que, bon, on va le dire, le sujet, tu sais, c'est sur la transmission initiatique, tu sais. Puis pour moi, ben, cette fraternité-là, votre communication, c'est que ça fait quand même partie d'une certaine transmission parce que vous établissez la communication avec tout le monde. Je sais qu'on avait déjà fait l'expérimentation au niveau de la Grande Loge avec Ouais. des forums et tout ça. Puis les gens se déconnectaient ou se retiraient parce que justement, c'était trop pollué, il y avait trop de messages à gauche et à droite, tu sais. Fait que je sais pas, il doit y avoir un juste milieu, mais j'imagine de votre côté, c'est quand même bien contrôlé ou... Ah oui. Ce qui arrive aussi, c'est que donc on sait que dans le groupe, c'est les messages qui sont importants. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre et d'écrire pendant toute la journée, mais on met les informations qui sont importantes et puis on garde le groupe comme un espace de partage d'informations, de prise de contact aussi. Donc, si quelqu'un a un problème, il sait écrire dans le groupe ou sinon il contacte le véné ou le premier et le second surveillant à ce moment-là qui puisse aussi passer le message. Bon, il y a des gens qui sont aussi timides. Bon, on doit le reconnaître aussi. Il y a des gens qui sont timides, mais donc, c'est comme ça. Ouais. OK. Ben, je trouve ça bien. Encore une fois, je trouve ça très bien.
dans les nouvelles, rapidement, bon, ça fait quand même quelques mois que j'arrête pas d'en parler. Je sais pas si toi, t'en as entendu parler de l'influenceur, si je peux l'appeler comme ça, qui s'appelle sur le web Le Franc-Maçon. Ouais. Ouais. Il a fait un vidéo il y a pas très longtemps pour une chaîne qui s'appelle Le Crayon, je me souviens bien. Et il y a une discussion, si on peut appeler ça une discussion. Un débat avec un abbé. Ah oui, exactement, avec un prêtre et tout ça. Et donc, moi, j'ai regardé ça et je dois t'avouer que j'ai été vraiment mal à l'aise. Parce que frère, dans les rumeurs là, de qu'est-ce qu'ils nous ont donné, qu'est-ce qu'ils nous a donné comme information. Puis d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur 450.film. Il y a un article tout chaud, tout frais là, qui a été sorti par la rédaction qui fait quand même sa critique de ce vidéo-là. Et moi, j'ai écouté la vidéo, j'ai été extrêmement... en fait, j'étais déçu, je me suis senti mal à l'aise. Je me suis senti mal à l'aise pour le mec qui se prétend être le franc-maçon. Mais j'étais aussi mal à l'aise pour les chrétiens, les catholiques qui ont regardé ça. J'étais mal à l'aise pour les francs-maçons qui ont regardé ça. À un moment où que le franc-maçon s'est fait poser la question, est-ce que vous représentez tous les francs-maçons aujourd'hui? Il dit oui. Et là, j'ai fait non, tu ne représentes pas tous les francs-maçons. Parce que ce qu'il disait, en fait, il y avait des points qui étaient quand même intéressants, mais il y en avait d'autres qui s'est fait littéralement, en bon québécois, démolir par le prêtre. Puis j'avais l'impression que c'était aussi sur un territoire hostile parce que c'était, si je me souviens bien, c'est leur chaîne. Donc, tu sais, ils étaient beaucoup plus préparés que lui et il s'est fait bombarder sans arrêt. Donc, j'ai trouvé que ça nous a quand même fait mal représenter de la maçonnerie. Puis, à un point que je trouvais ça quand même assez amusant, que le prêtre, pour lui, c'était important parce qu'il voulait associer une image avec un grade, un statut, et le franc-maçon n'a pas répondu à son degré. Et là, ma critique que je vais avoir, ce que je dis souvent de lui, il apporte des bonnes choses. Tu sais, je dois donner à César ce qui est à César. Je l'ai dit lors de dernier épisode, mais je vais le répéter encore une fois aujourd'hui. Il a permis une visibilité supplémentaire de la maçonnerie. Ces pages, je pense qu'on a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je pense, sur Instagram et tout ça, mais c'est tout le plan qui est en arrière, le marketing, qui fait en sorte que finalement, quand tu l'écoutes, c'est pour tes formations et tout ça. C'est très typique là, sur Internet. Mais mis à part ça, il a quand même apporté une image différente de la maçonnerie. Mais le prêtre, à un moment donné, lui a demandé son grade, son appartenance, puis lui, il a dit « Ah, ça fait partie de la vie privée. » Le problème, c'est que, et j'assume pleinement ce que je veux dire, c'est que à chaque émission qu'il fait ou apparition qu'il fait, il va avoir un décor. Un décor. Mais un décor, peu importe le grade. Donc, il va révéler des hauts grades. Et une de ces émissions, en fait, qu'il a fait, qui était la plus populaire, je crois qu'il a fait, il y avait eu comme 2 ou 3 millions de vues sur une autre chaîne YouTube en France. Bon, mais il avait un décor du RE2A, une épée du rite écossais rectifié, sa médaille de 33e degré. Et là, tout d'un coup, avec le prêtre, donc là, il garde seulement un boudrier de maître. Il n'a pas sa médaille de 33e. Le prêtre lui demande son degré. Il lui dit, je vous le dirai pas, mais dans tous les autres épisodes, il a le symbole du 33e degré. Donc, c'est à un moment donné, et ça revient juste à un point que j'ai dit dans le passé. Moi, mon impression, c'est que c'est une décoration de mode et ce n'est pas c'est pas du vrai, c'est juste du design, c'est du marketing, tu sais. Donc, ça m'a vraiment déçu. Pour moi, ça a plus terni l'image de la maçonnerie, puis autant de la religion catholique, parce que pour moi, ce débat-là n'avait pas à avoir lieu. Toi, j'imagine que tu l'as vu aussi, la vidéo, comment que tu as interprété ça? J'ai vu des extraits, beaucoup de profanes et des éditions aussi m'ont envoyé ce débat. J'ai vu des extraits, je n'ai pas encore le temps de l'écouter, mais dans les extraits que j'ai pu écouter,
Je n'étais pas satisfait parce que, au fond, non seulement le prêtre, il est venu comme le prêtre, il reste dans sa position de prêtre, mais en tant qu'initié, en tant que franc-maçon, et c'est à ce moment que j'imagine que notre frère devrait aller le retrouver. Pour dire, non, nous ne sommes pas une religion. La maçonnerie, ce n'est pas une religion. Nous sommes une fraternité. Ouais. Donc, nous, on accueille tout le monde. Cela veut dire que, oui, on peut être franc-maçon et être catholique. Moi, je l'ai dit, je suis catholique et je suis franc-maçon. Oui. C'est pas un prêtre qui va venir me dire si je suis catholique. C'est ma foi. Exact. Donc, ensuite, moi, j'ai un problème avec ces derniers temps. C'est un effet de mode où des francs-maçons qui vont dans des émissions qui arrivent avec leur décor. Ah oui. Je n'arrive pas à comprendre. Les décors sont faits pour porter dans des tenues. S'il y a quelque chose à l'extraordinaire à l'extérieur, on peut porter le décor. Par exemple, en Haïti, quand il y a le 24 juin, il y a toujours le Saint-Jean. À ce moment-là, tout le monde sort avec leur décor. C'est des occasions extrêmement rares. Par exemple, quand il y a les funérailles de frères, c'est à ce moment-là qu'on sort avec nos décors. Mais c'est temps-ci, c'est devenu un effet de mode où, et moi, ça me met mal à l'aise de voir un frère arrive dans des émissions partout avec ses décors. Ouais. Or, il aurait pu expliquer la même chose sans ses décors, parce que pour moi, la pertinence, c'est les choses que tu expliques. Ouais. C'est l'aspect de base de la maçonnerie qui dit de passer du paraître à l'être. Ouais. Et là, on fait juste paraître. C'est... ouais, effectivement. Tu sais, c'est plat. Emmanuel Piol, dans Les Clés perdues de la maçonnerie, il dit ce n'est pas les décors qui fait le maçon. C'est le maçon qui fait le décor. Il ne suffit pas de porter de beaux décors pour se dire être maçon. Car le maçon, ça se vit, ça se voit. Et le maçon, comment est-ce qu'on le reconnaît? On le reconnaît à ses actes dans la société. Ouais. À qui il est, pas à ce qu'il veut nous vendre. Ouais. Mais ce qu'il est véritablement. Ouais. Ben, qu'il ait des tabliers ou des décors qu'il n'en a pas, donc ça ne change pas grand-chose. Mais c'est la personne qui. Et moi, c'est pour cette raison que j'ai dit, je n'ai pas encore regardé le débat au complet, je vais prendre le temps de le regarder, mais dans les extraits que j'ai regardés, je me suis rendu compte que notre frère n'était pas à la hauteur d'un si grand débat. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Et ça, pour moi, ce débat, encore une fois, ne fait pas honneur à la maçonnerie, parce que par rapport à ce qu'on est comme institution. Et la dernière fois, j'expliquais à des frères et sœurs qui m'expliquaient, c'est le fait de mode aussi en Haïti ces temps-ci, des francs-maçons qu'on invite partout qui arrivent avec leur décor. Et j'ai vu des gens qui sont dans des tenues, qui se filment. Oui. Mais ça, leur téléphone et... Mais ça, c'est rendu très... c'est pas juste en Amérique du Nord où c'est partout comme ça, là, tu sais, là. J'ai vu ça, écoute, j'ai vu ça au Mexique, là. Les gens sont avec leur cellulaire et ça filme les cérémonies et après ça, on voit ça sur Internet, là, c'est incroyable, là, tu sais. Puis là, je me disais, c'était-tu culturel de montrer ça? Est-ce qu'on est rendu là ou ça à montrer ça, mais justement, on montre des secrets encore plus intenses, là? À mon temps, par exemple, quand j'étais en Haïti, avant même d'entrer en loge, tu fermes ton téléphone. Oui. Parce que s'il venait, il voit que tu utilises son téléphone, il peut te demander de faire couvrir le temps. Ouais. Parce que tu ne vis pas la télé. C'est ça. Et c'est un moment que tu dois vivre. Laisser nommer tout à la porte du temps. Ben oui. On doit vivre ce moment. C'est ça. Si tu restes connecté à ton téléphone dans le moment de la durée, tu n'es plus dans la loge, tu es à l'extérieur. C'est ton corps qui est encore là. Ouais. Mais tu n'es pas dans la loge. Et pour moi, c'est extrêmement important. Moi, à chaque tenue que je préside, avant d'entrer en loge, je demande à tout le monde de fermer leur téléphone. Ou de mettre leur téléphone sur silence. Parce que pour moi, moi, je le dis, ça peut-être va m'énerver d'organiser de présider une tenue
et de voir quelqu'un perdu sur son téléphone. Ça va Donc, être, quelqu'un est en train de me filmer. Ouais. C'est un moment qu'on est en train de vivre en fraternité. On doit se mettre en condition pour vivre ce moment. fait qu'on est d'accord sur en fait, sur cette situation-là. Je trouve ça triste, mais bon, le garçon a quand même, Québécois, des couilles, Ouais. cojones, il est là. Mais je pense que ça a plus nuit cette entrevue-là que d'autres choses. Et ça revient justement, tu sais, le paraître, faut arrêter, tu sais, faut arrêter de filmer, il faut arrêter de faire. Tu sais, la maçonnerie, c'est un coffre d'outils, c'est un chemin initiatique, c'est un secret. Le secret, puis je pense qu'il a mal expliqué en plus dans l'émission, mais le secret, c'est ton expérience maçonnique. Sonic, c'est ça. Mais là, si tu la mets partout sur Internet, ton expérience maçonnique, ça va être un peu difficile. Tu sais, je veux dire, les gens vont juger, vont se faire une idée avec ça, quand que, en réalité, il faut que tu leur laisses découvrir. Tu sais. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et tout ça, je trouvais que c'était quand même un beau segment pour aller vers le sujet principal de cette transmission initiatique, parce que on a parlé de plein de sujets dans le passé reliés avec les rites, hein, avec les initiations. Mais cette transmission-là initiatique, je trouve que c'est super important parce que le rituel va évoluer avec les années. Ouais. OK? Souvent, il va y avoir des choses que maintenant, qui ne sont plus écrites, mais qui sont dites par ceux qui se souviennent encore. Hein? Certains vont recevoir le rituel sans recevoir ces choses-là qui sont transmises par communication. Au début de la maçonnerie, c'était une maçonnerie justement que tout était transmis À l'oral, oui. à l'oral, tu sais. D'ailleurs, le rite d'émulation fait encore ce genre de choses-là, tu sais. Ouais. C'est tout par l'oral, même si on l'apprend quand même pareil dans un livre, mais il y a quand même une communication orale. Et donc, cette transmission-là, aujourd'hui, je vois des obédiences qui décident d'enlever des symboles. Bien sûr, je suis pro-laïcité, j'ai pas de souci avec ça, mais d'enlever tous les éléments initiatiques d'un rituel, je trouve ça un peu plate, que tu sais, ça l'enlève un peu de nos origines, sans donner nécessairement d'explication. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Kenley, en fait, sur cette transmission-là initiatique? Comment toi, tu vis ça et tout? Pour arriver jusque-là, j'aimerais revenir à quelque chose d'extrêmement important que tu as dit tantôt. Moi, j'ai dit toujours, j'aime aller chercher dans les anciens rituels et faire des comparaisons avec les nouveaux rituels. Ouais. Il y a une définition de la maçonnerie que j'aime énormément et pour moi, c'est la plus belle définition de la maçonnerie. La maçonnerie, c'est un système de valeurs morales, voilé d'allégories, illustré par des symboles. Pourquoi j'aime cette définition? Parce que, à travers cette définition, on nous dit que la transmission initiatique ne se fait pas de façon directe. Mais la personne va vivre son initiation. Ouais. Ensuite, le rituel, chaque phrase, chaque paragraphe dans le rituel a une signification ésotérique, a aussi une signification exotérique. Ouais. Le rituel exotérique, c'est très simple, c'est des phrases très simples. Mais, dans le côté éso, c'est là, les phrases sont des clés. Ouais. Où on va ouvrir des portes avec ces clés. Je vais prendre un exemple basique pour expliquer ce que je viens de dire. Pendant longtemps, et depuis mon initiation, j'entends dire que chez moi, c'est une idée préconçue de la maçonnerie que le degré de compagnonnage, c'est un degré chaud et qu'il ne faut... degré chaud? Oui, chaud. Et qu'il ne faut pas rester beaucoup de temps là-dessus. Ah ouais. Et c'est pour cette raison qu'il y a
des obédiences où on te fait, le même jour où tu es passé compagnon, tu vas passer au 3e degré. Ouais. Mais personne ne peut t'expliquer pourquoi on dit. Ouais. Cependant, pendant des recherches, en lisant le rituel de compagnonnage, je découvre pourquoi. OK, pourquoi? Parce que si tu regardes quand on rentre dans le temple, Ouais. il y a 2 signes qu'il faut comprendre. Le signe sur la tête du vénérable maître, c'est le balance. C'est la balance. Ouais. Mais ça va s'expliquer par l'astrologie. Ouais. L'apprenti, c'est le printemps. Mm-hmm. Le compagnon, c'est l'été. Et le maître, c'est l'automne. Or, quand tu arrives au compagnon, c'est le moment où il fait plus chaud. C'est pour cette raison qu'on dit que le degré est chaud. C'est pour cette raison que le compagnon correspond au 24 juin. Et ça s'explique la façon dont on dispose des 12 signes zodiaques dans le temps. Ah ben là, je suis surpris. Là, tu m'apprends quelque chose. Cette transmission, comment elle se fait, encore une fois, je vais prendre un exemple. Ouais. Dans l'Égypte antique, on nous dit que Osiris est mort à les ténèbres. Et son corps est dispersé. Et sa femme Isis va partir faire le tour du monde. Ouais. Pour reconstituer ce corps. Ah ouais. Attends que je commence à faire les liens. Mais ouais, je commence à faire des liens. Ah oui, effectivement. Ouais. On nous dit que Isis va traverser la rivière, ce qu'on appelle le lac de l'oubli, où il va oublier tout ce qu'il va faire. Et il va faire le travail. Mais si tu regardes cette allégorie et tu prends l'initié, il refait le même travail dans le temps, parce qu'Isis fait le tour du monde, mais il le fait pendant un nombre de temps, en traversant les 12 signes zodiaques. Ben oui. Pour arriver à reconstituer le corps, on considère, par exemple, on peut considérer le corps comme ce qui a été perdu. Que Isis va faire ce voyage, qui correspond à la Lune, qui va faire ce voyage. Ben, c'est pour ça que c'est un degré, tu dis, qui est chaud, puis qui ça prend pas de temps, finalement. Ils font très rapidement pour passer. C'est drôle parce que pour nous autres, disons, le rite écossais ancien accepté, ben, c'est plus l'apprentissage, c'est l'université, en fait, avant d'aller à la maîtrise, tu sais. Mais je trouve ça, le côté ésotérique, tu vois, c'est 2 symboles, c'est deux parties initiatiques qui est quand même super intéressant. Mais je suis curieux d'en entendre un peu plus. Mais ce qui arrive aussi, c'est que les symboles, à travers les symboles, nos prédécesseurs, puisqu'ils ne voulaient pas, et notre frère Damien, une fois dans une discussion, m'avait dit ça, comme pour certains rituels que Robert a bien caché les clés. On parle de Robert Ambelin. On parle de Robert Ambelin, bien sûr. C'est la même chose pour tous les rituels. Les phrases sont simples, c'est le côté exotérique, mais les phrases nous renvoient à des choses. Et c'est là qu'il faut comprendre. Je prends 2 phrases pour expliquer. Dans un certain degré de la maçonnerie, on nous dit que on vient de l'Est pour aller vers l'Ouest. Il y a 2 frères de la Grande Loge d'Alberta, dans une planche que j'ai lue dernièrement, qui nous expliquait que, mais on nous explique pendant longtemps que l'homme a été créé par un Dieu que l'on accepte ou pas, ou d'une nouvelle façon. Il vient de l'Est et il se calme dans la matière à l'Ouest, à Malkout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher quelque chose qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? La parole. Oui. Et cette parole, on peut dire, c'est la véritable connaissance que l'homme doit acquérir sur cette parole. Mais dans le rituel, c'est très simple. Mais pour comprendre véritablement, il faut pas lire le rituel simplement le côté exotérique, très simple comme phrase, mais il faut que tu puisses découvrir véritablement à travers un travail
sur soi, ensuite à travers un travail de recherche comme initié pour aller découvrir qu'est-ce que nos prédécesseurs voulaient dire à travers tel paragraphe ou telle phrase. Ouais. Et c'est là qu'on va découvrir véritablement à la fois pourquoi on dit que la maçonnerie, c'est un système de valeurs morales voilé d'allégories et illustré par des symboles. Ouais. Pourquoi le prédécesseur disait ça? Il y a plein de définitions de la maçonnerie. Et pour moi, cette définition nous dit comment va se faire cette transmission initiatique. Elle ne se fait pas directement, mais il faut que l'initié soit en état, et à ce moment-là, il y a des phrases qui vont nous... Dernièrement, j'animais une télé discussion au garde des compagnons. On m'avait invité à parler de la maçonnerie et de l'astrologie. Dans le rituel, il dit une chose. L'envie de personne, seulement connaître ton étoile. Nos prédécesseurs voulaient nous dire, chez nous, on dit que la personne est née sur une belle étoile ou une bonne étoile. Bonne étoile, ouais. Mais cette bonne étoile, il faut regarder de quoi on parle. On parle de ta carte astrale. Ton thème astral, qu'est-ce que ça veut dire? Comment étaient les cieux quand tu es né? Okay. Et dans le Somme 19, il dit, je crois que c'est le Somme 19, oui, les cieux racontent la gloire de Dieu. OK. Et c'est là que et à travers cette phrase que je veux me rendre compte, parce qu'on voulait nous dire, en tant qu'initié, il faut que tu comprends, il faut que tu aies un minimum de connaissances, à un certain degré, de l'astrologie, pour que tu puisses lire ta carte et comprendre ta carte. Ouais. Mais cette transmission, elle se fait de façon, certaines fois, symbolique ou allégorique, à travers des récits qu'on nous raconte. Même, par exemple, le récit, la constitution du temps, c'est un récit qui a été expliqué à travers l'astrologie. Dans l'Égypte antique. Mais, pendant longtemps, on s'est contenté de lire les rituels, de comprendre les symboles de façon très simple. Ouais. Par exemple, on nous dit que, OK, ça c'est un équerre, mais qu'est-ce que ça veut nous dire véritablement? Ouais. On nous dit que l'équerre, OK, voilà ce que ça veut dire. Oui, c'est le côté exo. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller en profondeur pour aller comprendre véritablement qu'est-ce que nos prédécesseurs voulaient nous dire? Tu sais, la beauté de ça, c'est que, en fait, ça prouve quand même que la maçonnerie est quand même universelle, tu sais. Ça veut dire qu'elle est pour tous les niveaux, tu sais. On ne dit pas qu'un niveau est meilleur que l'autre, mais on dit que, justement, au premier niveau, ça veut dire telle chose. Après ça, quand on approfondit un petit peu plus, ça va te donner une autre vérité, tu sais. Puis c'est comme ça que tu vas approfondir, puis découvrir ton coffre-fort, tu sais, ou que tout ton art qui est là et tout ça, tu sais, fait que tu as trouvé ta perle. Puis ça me fait penser à une phrase, puis je sais pas ce que tu en penses aussi. Moi, quand j'étais élevé au grade de maître, on m'a dit tu es au grade de maître, mais tu n'es pas encore en maîtrise. Puis ça, au début, je me dis, ben non, j'ai atteint la maîtrise, je suis au grade de maître. Non. T'as le grade de maître, mais t'as pas encore la maîtrise. Puis ça vient un peu à ce que tu dis. Bien sûr, oui. On n'est pas encore en maîtrise de tout ça. On n'a pas... Mais il faut regarder chaque degré, qu'est-ce qu'on voulait nous enseigner. Au premier degré, on nous apprend à travailler sur notre corps, sur la matière. Maîtriser nos émotions, savoir qui on est véritablement. Maîtriser notre corps. Et c'est pour cette raison qu'au premier degré, les vices qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle des chrétiens, les péchés capitaux. Les vertus qu'on doit acquérir aussi, c'est les vertus cardinaux. Ensuite, au grade de compagnon, on va travailler à meubler notre esprit. Tu vois. Maintenant, quand on arrive à la maîtrise, maintenant, on apprend à travailler sur notre âme.
Et c'est à ce moment-là qu'on va développer les capacités extrasensorielles. Parce que le maître, quand il arrive, parce que la maîtrise, ça s'acquiert. Oui. Quand tu arrives à acquérir cette maîtrise, c'est à ce moment-là, en tant qu'initié, tu vas véritablement te connecter à ce qu'on appelle cette conscience universelle qui est le grand architecte de l'univers. Donc, c'est pour cette raison que, oui, et moi, j'ai dit toujours, ce n'est pas parce qu'on est rentré dans une loge, on a vécu une certaine cérémonie qu'on est initié. Parce que l'initiation, ça s'acquiert par un travail sur soi. Donc, on peut entrer dans une loge, vivre toute la cérémonie, et puis ça nous prend des années pour acquérir cette initiation. Est-ce que c'est le rituel ou c'est la personne qui transmet? Moi, je dirais les deux. Parce que le rituel fait le travail, oui, mais il faut que la personne qui initie le profane soit en mesure de bien initier cette personne. Et c'est pour cette raison que dans certaines loges, dans certaines obédiences, on ne fait qu'une initiation. Pas plus. Parce que ça demande un temps, ça demande une préparation. Et le vénère, les frères et sœurs doivent être patients. Parce que, oui, le rituel fait le travail, mais aussi les gens. C'est-à-dire, toute la loge doit donner à cœur. Et moi, il y a un mot que j'aime lire à chaque fois que je fais une initiation. Je dis, mes frères et sœurs, la personne va vivre cette cérémonie qu'une seule fois. On doit donner tout notre temps. On n'est pas pressé. On doit donner tout notre temps pour que cette personne, quand elle sort de la loge, elle se sent qu'elle a été accueillie avec amour, qu'elle a vécu son initiation et que le travail véritablement commence. La dernière fois, on a initié chez nous quelqu'un qui dans la police et il a dit, je n'ai jamais vécu une telle initiation. Ah ouais. Bien sûr. Ça m'a énormément parlé. Et ça a remis tellement de choses en question dans ma tête. Parce qu'il croyait qu'il était quelqu'un de costaud, qui construisait des barrières. Il s'est rendu compte que l'initiation a tout brisé. Et c'est là qu'on commence cette transmission aussi. Et c'est là que la personne commence à se remettre en question véritablement. Ouais. Et pour moi, c'est ce qui est extrêmement important dans l'initiation. Et c'est ce qui est important parce que les gens qui initient le profane doivent être en mesure de lui conférer cette initiation comme ça doit être. Ben, c'est être en mesure de le conférer correctement, mais c'est aussi en mesure, tu sais, c'est pas de couper les crocs et ronds pour essayer de faciliter l'initié. Non, c'est pour le faire by the book, faut le respecter, faut y aller. Puis souvent, moi, j'ai vu des gens qui ont voulu bâcler l'initiation. Puis comme tu dis, on se fait initier une seule fois dans notre vie. Donc, c'est important que ça reste là. Puis, tu sais, moi, je suis peut-être plus traditionnel pour ça. Je le répète, je suis un grand défenseur de ça. Moi, le frère terrible, je l'aime, le frère terrible. Bien sûr. Moi, j'ai un doctorat en frère terrible, hein, tu sais. Donc, et tu vois, cette approche-là, on a fait une émission là-dessus, là, évidemment, là, vous irez voir là, sur notre chaîne. Mais, tu vois, on a une loge à Québec. Et cette loge-là nous a vu une fois faire le Passage sur le bandeau. passage sur le bandeau, où j'étais le frère terrible, que j'ai bien fait travailler le candidat, le profane et tout ça. Et la première fois, la figure de tout le monde était merde, c'est qui ce fou allié-là qui est en train de malmener le profane? Ça n'a aucun sens. Et là, après, ils ont vu que l'initié a intégré physiquement, j'ai pas donné les coups de poing en face, mais il a intégré physiquement quand même, émotionnellement, son initiation parce qu'il vivait des émotions et tout ça. Et donc, ça l'a intégré, ça l'a marqué. Et
ces gens-là ont resté en maçonnerie. Quand on a été tout doux, tout gentil, les gens disent « Ah, ben c'est pas sérieux. » tu sais. Donc, quand ils voyaient qu'il y a du pas sérieux, ben les gens restaient moins longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui restent plus longtemps de toute façon, mais dans ce que eux avaient remarqué à ce moment-là, c'était ça. Et tu vois, maintenant, quand qu'ils ont des candidats qu'ils ont des doutes, qui veulent vraiment être sûrs que ce soit des bonnes personnes, ben ils m'appellent. C'est moi qui viens faire le voyage. Mais maintenant, pour eux, c'est OK, Franco arrive, on est en sécurité, ça va bien, on est capable de bien le transmettre. La personne qui le reçoit, ben elle, quand elle se fait initier, se fait initier, puis elle va vivre pleinement son initiation, puis elle va adorer ça. Puis même Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas longtemps, j'écoute les planches de retour d'initiation de nos apprentis, ça l'a marqué, mais c'est important parce que justement, tu vis cette expérience-là. Donc, si tu n'as pas toutes ces clés d'enseignement-là, et je ne dis pas que les loges qui n'ont pas de fraternité, vous manquez le bateau, ça dépend toujours de votre rituel. Mais si vous l'avez, il faut bien le faire, il faut bien l'intégrer. Ça me fait penser à un autre aspect aussi, puisqu'on parle on discute des rituels en même temps. Notre frère Damien m'avait déjà conté aussi que certains rituels, il manquait littéralement des phrases qui étaient seulement transmises par communication. Ce qui permet que, donc, au rite écossais primitif, par exemple. Dans le York aussi. Dans le York aussi. Il y a des phrases qui ne sais que vous. Au RE2A. Au RE2A, c'est quasiment tout écrit maintenant. Avant, c'était enlevé. Mais justement, tu sais, cette transmission-là dans les rituels se continue à faire entre écrit et communication. Ça, pour moi, je trouve ça bien, ça garde ce côté traditionnel-là, mais souvent, des fois, je vais aller en loge, puis je vais entendre juste le texte, puis je sais qu'il manque l'autre partie du texte. Ouais. Fait que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Oui, je sais. Moi, par exemple, je connais mon rituel par cœur. Quand je fais mon rituel, je n'ai même pas besoin d'ouvrir le livre. Si je l'ouvre, c'est juste... mais je connais mon rituel par cœur. Je peux faire une initiation presque par cœur. Donc, je connais mon rituel. Quand j'entends le rituel, quand j'entends une phrase quelque part, je sais qu'il manque quelque chose. C'est là, je peux te dire pourquoi il manque certaines choses. Parce qu'il y a cette transmission orale. Ouais. Et c'est ça, nos prédécesseurs savaient pertinemment qu'au moment de la durée, la maçonnerie sera envahie par des maçons attabliés. Et à ce moment-là, il fallait garder cette transmission. Comment, fait, ceux qui écoutent les rituels, qui le pratiquent pendant des années, on passe de l'apprenti, du compagnon à maître, passer maître, et ainsi de suite. Comment, selon toi, on passe de initié à initiateur? Fait que selon toi, comment on fait ça? Moi, je dirais que pour moi, il faut d'abord que l'initié prenne le temps véritablement de travailler sur sa personne, bien sûr, mais aussi de plonger dans l'étude des rituels. Parce qu'on ne peut pas être un bon initiateur si on ne maîtrise pas ce qu'on veut transmettre. Ce qui va faire qu'on va être un bon initiateur, c'est quelqu'un qu'on doit étudier le rituel. C'est-à-dire que plonger dans l'étude des rituels. Et il y a un frère américain qui s'appelle Will Hurts. Il a écrit un livre, The Meaning of Freemasonry. Il a écrit un autre livre qui parle de l'initiation. Et dans ce texte, il explique que dans une loge, il va y avoir 90 personnes qui vont entrer dans la loge. Et il dit à la fin, ça va être 10 ou 15 personnes qui vont devenir de véritables initiateurs. Ouais. Parce que ces gens vont consacrer un nombre de temps à l'étude. Mais il dit, les gens qui sont intéressés à faire cette étude, ils vont recevoir l'aide
des aînés, de ceux qui sont passés à l'Orient Internet. Ils vont rencontrer des gens qui, quand tu commences à faire des études, quand tu arrives à certains degrés où tu es bloqué parce que tu n'arrives pas à trouver une clé, il va y avoir un frère ou une sœur qui va se présenter à toi et qui va te donner la clé. Elle dit, et c'est ce qui va faire de cette personne un bon initiateur parce qu'il va consacrer son temps à l'étude des rituels. Certes, il va travailler sur sa personne, mais il va consacrer un nombre de temps à l'étude de la maçonnerie, à l'étude des rituels, à comprendre pourquoi on fait le nombre de voyages, pour qu'on passe dans le cabinet de réflexion. Et à ce moment-là, quand il va initier une autre personne, il va savoir l'importance de mettre son cœur là-dedans, d'être là pendant l'initiation. Il a dit, l'étude des rituels est extrêmement importante. Et il dit, un rituel, ça peut prendre 10 ans pour l'étudier, phrase par phrase. À chaque phrase, tu te demandes qu'est-ce qu'on voulait m'enseigner. Et qu'est-ce que je dois enseigner à partir de cette phrase aussi. Ouais. Parce qu'après, on va occuper des fonctions, on va initier d'autres personnes, mais il faut comprendre, pour bien initier la personne, qu'est-ce qu'on voulait m'enseigner à travers cette phrase et comment transmettre cet enseignement qu'on a voulu nous donner à travers cette phrase. Écoute, là, c'est tellement profond, là. La qualité primaire que tu crois pour un initiateur, ce serait quoi? Moi, la première chose qui vient en tête, là, ce serait, c'est d'être présent et à l'écoute. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que toi, tu verrais comme qualité? D'être présent et à l'écoute, ça, pour moi, c'est fondamental. Mais je dirais d'être ouvert. Il y a des gens qui sont présents à l'écoute, mais qui ne sont pas ouverts. Cette ouverture dans le sens où on initie différents types de personnes qui arrivent avec ces multiculturels. Par exemple, chez nous, on initie beaucoup de gens des gens de l'Amérique du Sud, d'Afrique et tout. Pour moi, l'initiateur doit être ouvert. Ouvert dans le sens où la personne qui arrive, tu dois être prêt, tu dois avoir cette ouverture pour accueillir son énergie. Parce que quand tu as initié un profane, c'est à l'initiateur d'accueillir son énergie et de permettre à son énergie de prendre place dans l'égrégore. Ouais. Il y a cette forme d'ouverture. Mettre de côté, et c'est de ça qu'on parlait, de mettre de côté toutes les barrières, accueillir cette personne avec toute son énergie et d'être présent. Pour moi, l'ouverture est extrêmement importante et d'être présent. Et ensuite, la patience. La patience. Pour moi, c'est extrêmement important d'être patient. D'être patient, pour moi, on ne peut pas être un grand initiateur si on n'est pas patient. Parce que... T'en as-tu déjà vu des gens qui n'étaient pas patients? Ah oui, j'ai déjà vu des gens, oui. J'ai déjà vu une personne qui était en train d'initier quelqu'un et qui était, en fond, c'est comme la personne était un peu désorientée. Et l'initiateur était tellement impatient que la personne a failli tomber. C'était tellement impatient. Comme la personne avance, oui, mais la personne te dit, tu dois être à l'écoute parce qu'il te dit, je me sens pas bien. Ouais. Parce que c'est beaucoup de pression en quelque sorte. Et il te dit, je me sens pas bien. À ce moment-là, tu dois prendre le temps d'écouter la personne. S'il te dit que je me sens pas bien, prendre le temps. Et la personne n'était pas bien parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas gérer beaucoup de stress. Ouais. Il faut être à l'écoute. Et il faut être... cette présence, cette ouverture. Moi, quand j'initie, je vais parler à chaque personne. Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? À ce moment-là, moi, je vais retrouver la personne avec une forme d'ouverture pour dire à cette personne, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le dire. Parce qu'à ce moment-là, on est présent, on est à l'écoute et on doit être patient. Parce que une personne qui s'initie à 18 ans ne peut pas recevoir les mêmes traitements qu'une personne qui s'initie à 70 ans. Exact. Il faut être patient avec la personne à 70 ans. Donc, tu vois, cette patience, pour moi, c'est extrêmement important. Ah, ben oui. Non, ça fait pleinement de sens, puis je veux dire, tu sais, là, on parle de l'initiateur, mais l'initiateur, ça peut être n'importe qui dans la loge. Hein. Ça peut être autant le vénérable maître
que ça peut être le maître de cérémonie ou l'expert qui va transporter le profane ou l'initié dans d'autres degrés. Donc, l'initiateur, c'est quand même général et tout ça. Je sais pas qu'on est rendu à combien de temps pour l'émission présentement. Là. Je pense qu'on est quand même pas mal avancé. Je sais pas si on est pas loin de l'heure, mais j'avais une question pour toi. C'est quoi la plus, sans nécessairement trop révéler, mais ce serait quoi pour toi la plus belle transmission initiatique que tu as eue dans ta vie jusqu'à présent? Ma plus belle. C'est qui t'a le plus marqué, là, peut-être, là. L'apprenti. Ah oui. Ouais. Au fond, ça m'a pris énormément de temps, peut-être plus de 5 ans pour comprendre véritablement. Et c'est là, c'est quand je commence, par exemple, oui, l'apprenti m'a marqué beaucoup. Ouais. J'étais quelqu'un qui, je faisais beaucoup de concours de débat. Donc, c'est quelqu'un qui parlait énormément. J'étais en politique. Je faisais beaucoup de simulations. Donc, j'étais un homme à débat. Et j'arrive dans un espace où les sujets sont traités. À ce moment-là, j'avais l'impression que je pouvais intervenir. J'avais dit, ferme ta bouche. Et c'est là que tu commences à comprendre, à te maîtriser parce que tu ne peux pas. Tu dois prendre le temps d'écouter 10 000 fois plus avant de pouvoir parler de l'apprenti. Mais je vais, encore une fois, comprendre le degré d'apprenti quand je commence à animer des tenues d'instruction, à accompagner des apprentis. Moi, je me suis toujours promis que je ne veux pas être cette personne qui, à chaque fois qu'un apprenti me pose une question, pour dire que ce n'est pas ton degré. Je me suis toujours dit que je dois trouver une réponse. Je dois aller chercher cette réponse. Même si je n'ai pas la réponse dans l'instant présent, je vais te revenir avec la réponse. C'est que mon parrain maçonnique, moi, j'avais 20 000 questions pour lui. À toutes les semaines, j'avais une question. Je disais, Pierre, j'ai besoin de telle chose, tel sujet. Pierre était comme ça, puis c'est passé de même. Et il me laisse sa cigarette. Il me disait, fais-moi une planche là-dessus. Et là, automatiquement, là, je me disais, merde. Mais pourquoi? C'était un test? Tu sais que ma première année d'apprenti, j'ai fait, je pense, 22 planches. 22 planches, parce que mon parrain me disait toujours qu'il voulait écrire quelque chose là-dessus. Et là, ça a fait que ça allait comme dans ma tête, genre, OK, ben là, il faut que je vais lire, je vais m'informer. Fait qu'il m'a permis de me développer. Mais des années plus tard, il riait, puis il disait, Franco, il dit, tu posais trop de questions, il y a des choses que je ne savais plus quoi dire. Il dit, je ne savais pas. Fait qu'il dit, à la place, je t'ai dit, ben, va faire une planche. Comme ça, ben, tu vas découvrir ta vérité. Puis après ça, tu viendras me la dire. Puis il dit, moi, je vais l'intégrer. Puis après ça, quand il va y avoir quelqu'un d'autre qui va me poser la même question, je vais y répondre, tu sais. Ah, ouais! Mais ça a été comme peut-être 10 ans plus tard que mon frère Pierre m'a dit ça, mais je trouvais ça tellement drôle. Je suis merde! Puis là, tu sais, après un an à faire 22 planches, à un moment donné, tu sais, les gens, tu sais, nous, dans notre loge, on fait 3 planches. Il y a certains endroits qui font une planche, nous, on fait 3 planches. On fait toujours planche sur le retour d'initiation, une planche sur un symbole, puis une planche à sujet libre ou une demande d'augmentation de salaire avec un sujet spécifique, là, tu sais. Donc là, à un moment donné, moi, je parlais avec tous les autres apprentis, puis je lui dis, tout le monde me dit, ah, nous, on a fait nos 3 planches. Ah, moi aussi. Puis je dis, ben oui, mais moi, j'en ai une collection, je peux faire un livre, moi, merde, là. Et donc, c'est ça, c'est de réaliser ça, cette transmission-là. C'est drôle parce que Pierre, que maintenant, je le vois plus puisqu'il a quitté la maçonnerie, tu sais. Mais c'est quand même dans un âge avancé et tout ça, tu sais. Mais puis que j'aime vraiment beaucoup. Mais lui, sa transmission était différente.
cette transmission-là initiatique, c'était de dire, il me donnait les outils pour que je sois en mesure de faire mes propres recherches puis de trouver ma propre lumière. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Puis de là, maintenant, avec mes filleuls, je te regarde toi des fois, ben, je te disais la même chose. Puis des fois, ben, mon filleul venait à la maison, puis il prenait mes livres, puis il repartait après. J'avais même plus besoin de lui dire, va acheter un livre ou va aller sur ce sujet, puis il partait avec le livre. Mais En passant, je pense que tu as apporté de très bons sur l'importance de la France. Donc, je vais repartir avec mes livres à soir. C'est parfait. Non, mais c'est fun. Puis c'est drôle, hein, mais j'ai trouvé un système avec Kenley, hein, je vais vous le dire. Là. Kenley, maintenant, je prends une photo de lui avec le livre. Je le sauvegarde je le sauvegarde dans mon iPhone. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, je tape juste Kenley et je vois toutes les photos qui apparaissent. Bon. Mais ça fait que donc, cette transmission-là m'a permis à un autre aspect de le découvrir par moi-même. Puis maintenant, avec mes apprentis, mes compagnons, puis mes filleuls, ce que je fais, des fois, je vais être assez cryptique pour donner une information, mais juste assez pour que ça permette cette découverte. Parce que on revient au sujet du franc-maçon, passer du paraître à l'être. Puis pour moi, la société, vu qu'on est encore beaucoup dans le paraître, fait qu'on est une société de consommation. Société de consommation, c'est-à-dire qu'on veut, en bon québécois, tout cru dans le bec. Ouais. Donc, il faut défaire ça pour être. Faut qu'on ait des chercheurs de vérité. Fait que de donner des pistes pour s'auto-initier. En fait, j'imagine, tu crois à ça, l'auto-initiation? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Non, c'est ce que présentement je fais à mon dernier filleul. C'est comme toi, il me pose à chaque jour au moins des dizaines de questions. Et Est-ce qu'il t'emprunte des livres des fois? Ou, Oui. Il vient à la maison, il me prête des livres et je dis... Non, je donne des pistes. Je dis, va regarder, va lire tel auteur, va lire tel livre, tu vas peut-être retrouver la réponse. Donc, tu vas me revenir avec les réponses et on va en discuter. Je dis, je ne veux pas chercher la réponse pour toi. Mais, parce qu'au fond, moi, quand je suis entré en maçonnerie, mes questions, assez souvent, dépassaient les gens. Ils ne pouvaient pas répondre à mes questions. Et ça m'embêtait. Ouais. Parce qu'à chaque fois, la personne me dit, non, c'est pas à ton degré. Attends d'arriver à tel degré, tu vas rencontrer. Ouais. Mais tout est là. Il suffit juste de pouvoir nous expliquer. Ouais. Puis, en fait, ce que tu peux même prendre, tu peux presque prendre tous les symboles de la maçonnerie, puis de le réduire au premier degré s'il le faut, ou le réduire au degré du frère ou de la sœur. C'est juste qu'il faut que toi, tu l'approfondisses, que tu sois capable de descendre de niveau, mais effectivement, puis justement, j'ai une sœur compagnon que les premières semaines qu'elle est dans mes tenues d'instruction, elle dit « Moi, j'ai plein de questions. Il n'y a jamais personne qui m'a répondu à toutes mes questions. » Je dis « Ben parfait, sors tes questions, fais ta liste. On va jaser avec tout le monde. » Puis si j'ai pas la réponse, on va aller sur Internet, on va me poser la question, on va essayer de trouver. Finalement, j'ai répondu à toutes les questions. Tu sais. Mais c'est vrai, hein, tu sais, pour moi, ben, en fait, quelqu'un qui veut être initié, sa qualité que lui ou elle doit avoir, c'est drôle parce que dans le cabinet de réflexion, on dit le contraire, mais pour moi, la curiosité est super importante. Parce que dans le cabinet de réflexion, on disait, si t'es curieux, ben va-t'en, tu sais. Mais tu as besoin, selon moi, de cette qualité-là en maçonnerie parce que la curiosité va te permettre, par exemple, rendu au grade de compagnon, ben on demande aux compagnons de voyager puis de sortir, d'aller dans d'autres loges. Donc, tu as besoin de cette curiosité-là pour voir ce qui se passe, comparer avec ce que tu as et dire, ben, qu'est-ce que tu aimes pas, tu sais. Fait pour moi, quelqu'un qui doit être, qui est, tu sais, en fait, comment qu'on définit quelqu'un qui est initiable? Puis pour moi, je pense que cette ouverture, curiosité,
Certains lâcher-prise sont nécessaires. Être dans son cœur. Ouais. Puis pour moi, justement, quand tu lâches prise, que tu t'en vas dans ton corps, tu Ah, bien es sûr. plus contrôlé Bien sûr. par ton mental, tu sais. Donc, oui, ça vient de me faire penser à ce genre de choses. Ah oui, oui, oui. Par exemple, moi, quand je me souviens, quand j'étais apprenti, j'ai demandé à un frère, mais oui, par exemple, on dit, être à l'aise, OK, le premier surveillant au midi et second à l'Occident. Mais pourquoi les trois sont c'est comme ça? Ouais. En tant qu'apprenti, tu ne peux pas, comme c'est expliqué dans le rituel, oui, c'est expliqué dans le rituel, et c'est expliqué de façon exo dans le rituel, cependant, il y a une signification exo. Ouais. Mais il va falloir attendre la maîtrise pour comprendre. On nous dit, quand certains degrés dans une légende, qu'il y a un maître qui était architecte d'un temple. Au lever du soleil, il venait prier avec tous ses ouvriers. Mhm. Parce que c'est par lui que les travaux doivent commencer. Il est celui qui relie le monde terrestre au monde céleste, qui c'est la connexion avec le grand architecte de l'univers. Ouais. Mais on nous dit, à midi, ce même architecte qui va venir dans le temple superviser les travaux, puisque à midi, tous les ouvriers sont à récréation. Ouais. Regardez, c'est les travaux. Et ensuite, à la fin de la journée, il va venir à l'Occident, terminer les travaux et remercier le grand architecte de l'univers. Ouais. Mais en quelque sorte, ma question est juste simple. Mais il fallait à ce moment-là que la personne puisse comprendre. Ouais. À ce moment-là, ça me frustrait quand on me disait, oui, mais c'est là. Ouais. Pourquoi je ne peux pas avoir de réponse? Les gens me répétaient ce qui est dans le rituel. Je disais, je ne veux pas ce qui est dans le rituel. Oui, dans le rituel, mais pourquoi c'est placé comme ça? Parce que pourquoi on ne dit pas, à l'est, l'automésie et l'autre au nord? On dit à l'Occident et pas au nord. Mais pourquoi? La signification, encore une fois, je peux te donner à travers l'astrologie. Parce que le côté du nord, on dit c'est le côté le moins éclairé. C'est l'espace hivernal de la vie. Ouais. Ce sont les ténèbres, c'est sur ces mois de ténèbres qui, en quelque sorte, tirent un certain maître à un certain degré. Ouais. C'est pour cette raison qu'on nous dit que le maître, il arrive à la maîtrise, balance, Sagittaire, Scorpion. Ce sont les trois mauvais qui ont assassiné le maître. Et ensuite, Je savais que les scorpions étaient comme ça. mais même cette légende est expliquée à travers l'astrologie. On nous dit au départ, ils étaient 12. Ouais. 9 ont trouvé que c'est pas correct d'aller assassiner le maître pour des choses qu'ils n'ont pas travaillé. Leur conscience leur côté. Mais il y a 3 qui ont décidé. Balance, Sagittaire, Scorpion. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les élus des 9. Les 9 vont chercher le maître. Et c'est pour cette raison que celui qui est en face, c'est celui qui va retrouver le corps du maître. C'est-à-dire que Balance, et il y a celui qui est à la porte de l'Occident. Ouais. Mais toute cette signification était là. Mais on nous l'expliquait à travers l'allégorie. Ouais. C'était voilé par des symboles. Mais si tu restais attaché à ton rituel et tu n'allais pas plus profondément, tu ne peux pas découvrir cette partie. Ouais. Et là, je comprends les gens maintenant qui ne pouvaient pas répondre à mes questions. Mais moi, je me suis dit, à chaque fois que mon frère ou une soeur me pose une question, ça m'invite moi-même à aller chercher la réponse. Ouais. Parce que ça me demande un travail. Et certaines fois, je suis bloqué dans mes recherches et il y a un apprenti, un compagnon qui m'apporte à travers sa question la réponse à ce que je cherche. Ben, c'est pour ça qu'on dit toujours que tu deviens vraiment un apprenti lorsque tu es second surveillant, tu deviens vraiment un compagnon quand tu es premier surveillant, puis un maître maçon quand tu es vénérable maître. Je pense que là, on a quand même dépassé l'heure, là, on est légèrement un peu loin, mais je trouve ça vraiment bien, puis rapidement, là, c'est juste que j'y pense, là, puis je trouve ça super intéressant là, quand tu parlais des astres, l'Orient, l'Occident et tout ça. Tu sais qu'il y a
la version originale du rite écossais ancien accepté, celle qu'on va beaucoup associer avec le rituel de 1802, de 1804 du RE2A, ben, les travaux ne sont pas ouverts au départ par le vénérable maître. C'est le surveillant qui le fait. Puis après ça, il dit au vénérable maître, là, tout est couvert, tout est correct, tu peux commencer les travaux. Fait que ça représente exactement ce que tu viens de dire là, puis qui revient après. Là, mais c'est ça, c'est comme... C'est ça, donc il y a des transmissions qui se perdent, mais il y a aussi des transmissions qui se gagnent, qui se créent. Selon moi, parce que tu as ce qui est avec Robert Ambelin qui a repris ce qui était perdu, qui l'a recréé dans tous ses livres, là, ses communications qu'il a fait, déjà là de lui, mais je le vois aussi dans les rituels un petit peu plus récents qu'on peut voir, il y a des choses qui sont soit adaptées, soit adaptées à la vie d'aujourd'hui, mais ça apporte quand même une autre transmission différente, quand même intéressante. Donc, c'est ça, je pense que comme conclusion, je te dirais, tu sais, cette transmission-là, elle est vivante, je pense pas qu'elle va s'arrêter, mais il faut pas faire mourir la communication, la transmission orale initiatique. Ça, pour moi, je pense que c'est essentiel qu'on doit garder ça. Moi, je pense aussi que nous, en tant que francs-maçons, on doit voir la maçonnerie tant vers le côté ésotérique que exotérique. Ouais. On ne doit pas arrêter sur le côté exo, parce qu'au fond, les rituels, c'est des phrases simples, mais qui nous invitent à d'autres choses. Il y a un frère qui a écrit un livre qui s'appelle Le côté ésotérique de la franc-maçonnerie. C'est un frère de la Grande Loge, je crois que c'est Toronto. Et il explique que quand il est entré en franc-maçonnerie, on lui disait qu'il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de connaissances à acquérir, mais il voyait les rituels, c'était tellement simple. Et là, il est allé au square. C'est là maintenant qu'il revient et il se dit, mais tout était sous mes yeux, je ne pouvais pas les voir. Et là, il dit, quand il commence à faire des études en théosophie, il s'est rendu compte que mais tout était là. Il ne pouvait pas encore les voir. Oui, mais ils disent toujours que, on le dit souvent, mais tout est dans les 3 premiers degrés. Oui. Tout est là. Tout est là. Ah ouais. Assez souvent, si on arrête au côté juste exo, on va se dire, il n'y a rien, c'est juste des fois stressant un peu. Oui. Mais c'est quand on commence à faire des études vraiment, quand on commence à se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais, depuis le premier jour que je suis arrivé à la Granny, je me pose la question, pourquoi Balance était sur la tête du Véné? Oui, je sais. Tu me l'avais déjà parlé. Ça m'a pris 5 ans pour découvrir pourquoi. Ouais. Parce que je me suis toujours dit que je dois avoir la réponse. Ouais. Puis, tu vois, moi, j'ai pas peur de l'avouer, là. Je veux dire, moi, je le savais pas. Puis parce que mes prédécesseurs qui ont fait le temple, eux le savaient, ils les ont placés spécifiquement à tous ces endroits-là. Puis j'ai même vu des loges que c'est pas les mêmes les mêmes choses. Hein. La balance n'est pas au même endroit. Là. Ça dépend du rite. Ça va dépendre du rite. Exact. Ça va dépendre. Mais si tu es dans un temple avec le rite écossais, c'est accepté, ça va être la balance sur la tête du vide. Rite York et écossais, c'est accepté, ça va être la balance. Ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. Ça va être la balance. Mm-hmm. Écoute, Kenley, ce fut extrêmement agréable. On ne fait pas ça souvent. Souvent, plus souvent qu'on fasse des sujets. Bienvenue dans le studio. Ah oui, toi, t'es parti dans tes études. Mais tu sais, en plus, moi aussi, je vais embarquer là-dedans. C'est juste que j'ai pas eu le temps de Je m'étais aussi inscrit dans un certificat de, tu sais, je représente maintenant, j'ai quand même le polo d'une certaine université. Hein? Donc, je me suis inscrit justement dans un programme de droit aussi. C'est juste que moi, je vais commencer un petit peu plus tard. Donc, ouais, non, écoute, je sais que tu es extrêmement occupé, mais encore une fois, un grand merci. Merci pour ton implication que tu fais pour cette maçonnerie-là. Je veux dire, t'apportes beaucoup. Et je dois te dire que mon livre, ça avance très bien. Ah oui? Ton livre? Ça serait le fun qu'on le produise très prochainement. Ça serait le fun, ça? Je commence déjà dans la phase
de correction. Donc, oui. Tu l'enverras à la roseraie des philosophes. Bien sûr, la roseraie des philosophes, dès que je vais terminer mes corrections. Donc, oui. Ouais. J'avance très bien. Et dans ce livre, je vais un petit peu dévoiler, c'est que le livre va raconter mon histoire avec quelqu'un, un bon ami à moi, comment on s'est rencontrés. OK. Et quand il m'a rencontré, il est venu à mon bureau, il m'a demandé, il a vu un livre qui parlait de la maçonnerie, il m'a demandé s'il était franc-maçon. Il a dit oui. Et cette personne m'a dit, comment quelqu'un de bien comme toi peut être franc-maçon? Par rapport à tout ce qu'il a entendu de la maçonnerie. Et je vais reprendre cette histoire pour répondre à des milliers de questions, surtout pour les gens de ma communauté aujourd'hui. Donc, d'ici le mois de juin, le livre sera prêt. Le manuscrit sera prêt, donc envoyé à la roseraie des philosophes. C'est parfait parce que justement, tu parles du mois de juin. On a le Salon maçonnique 2026 qui s'en vient. On va avoir quelques annonces quand même qui sont fort intéressantes, mais je peux quand même déjà révéler maintenant, on a un grand invité qui s'en vient de Belgique, Boris Nicès, qui est le passé très puissant souverain grand commandeur de la Belgique. OK. Donc, il s'en vient faire une conférence sur le secret maçonnique. Donc, il va être parmi nous. On a d'autres surprises. Là. Je vais sortir... on a notre frère Hervé de la Grande Loge du Québec aussi qui va faire une conférence. OK. Donc, on a plusieurs sujets, là, tu sais. Mais vous irez voir ça, salonmaçonnique, là, je pense que c'est .ca ou .org. Là, je vais le mettre dans le bas de l'écran, là, vous pourrez voir. Là. Mais le 6 juin, au Centre Saint-Pierre, c'est sûr... on vous attend, il va y avoir des gens, ça c'est sûr certain, on va t'attendre toi, bien évidemment, avec ton nouveau livre. Bien sûr. Sinon, je vais te laisser avec ton mot de la fin. Toi, ce serait quoi ton mot de la fin? Le mot de la fin, merci de m'avoir accueilli. Ça fait combien de temps que je suis pas passé au podcast? Ça fait un plaisir aussi. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu depuis ton départ. C'est vrai? Depuis ton retour, depuis le mois de décembre. Et puis... Donc, à toutes ces personnes qui écoutent le podcast, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un espace où quelqu'un parle de la maçonnerie et est allé chercher un de nos émissions. Et... La personne qui a partagé le podcast ne savait pas que c'était moi. C'était drôle. Oui, la personne ne le savait pas. Donc, tu es une vedette sans que le monde le sache. Tu veux être de ça. Ma femme dit toujours que je n'aime pas attirer l'attention. Peut-être, c'est vrai. Et pour la franc-maçonnerie, je le fais parce que je pense que, comme je le dis, surtout aux jeunes Haïtiens qui sont intéressés, ils sont beaucoup à m'écrire sur les réseaux sociaux à la maçonnerie. Donc, je vous invite, mes frères ou mes futurs frères, ceux qui sont intéressés, les profanes, à prendre le temps de lire, de découvrir véritablement ce qu'est la maçonnerie. À ces apprentis, ces compagnons qui m'écrivent partout, je vous invite à aller étudier en profondeur les rituels, à aller plonger dans les rituels, à découvrir les véritables enseignements que nos prédécesseurs voulaient nous enseigner à travers ces rituels. Merci. Merci, c'est très touchant, merci beaucoup. Moi, de mon côté, on a parlé un peu du salon maçonnique, la roseraie des philosophes qu'on va sortir plusieurs livres. Moi aussi, j'ai un livre que je vais sortir bientôt, mon livre sur le passé maître, là, j'ai fait près de 40 000 mots de fait. J'ai déjà les premiers 23 000 mots qui ont été corrigés et tout ça. Donc, il reste la deuxième partie à faire. C'est le fun parce que j'utilise l'IA pour refaire des images. Parfait. Parce que le rituel, le livre le Pastmaster, en fait, il n'y a pas, au RE2A, il n'y a pas vraiment d'écrit, donc c'est de prendre des bouts de rituels, de prendre des documents qui ont été écrits sur une table que j'ai encore scanné et tout ça, tout retranscrire, expliquer. Et des fois, j'ai des dessins, tu sais. Donc là, au lieu de numériser un dessin fait à la main, j'utilise l'intelligence artificielle pour le recréer et le faire un peu comme en peinture. Comme ça, les gens vont pouvoir le voir de façon très précise. Et ça, je trouve ça fantastique aujourd'hui avec la technologie où ce qu'on est rendu. Donc, ça s'en vient, ça aussi.
Sinon, si vous aimez nos émissions, faites un like, mettez des commentaires encore une fois. Si vous avez aimé l'émission aujourd'hui, là, mettez vos commentaires sur notre page YouTube. Ça aide vraiment là, pour la chaîne. youtube.com/sous-le-bandeau, notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, notre site web sous-le-bandeau.ca. On a encore du régalia, on a encore des choses si vous voulez acheter des t-shirts, tout ça. On n'a pas de décor maçonnique là, comme le franc-maçon, là, mais on a des chandails, on a des casquettes. Fait que ça peut être intéressant. Et sinon, merci à nos membres Patreon, notre membre Patreon Premium qui est Plancher Goyette. Encore une fois, c'est des professionnels. Allez voir leur site web. Je remets le site web en dessous ici. Ils sont vraiment top. C'est vraiment fantastique. Encore une fois, un grand merci. Merci à tous les autres membres Patreon. On a 4 forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$. Et le fameux forfait à 33$. Littéralement, là, si vous prenez le forfait à 33$ pour ce mois-ci, vous contrôlez littéralement tous les livres que Kenley doit lire ce mois-ci. C'est important, là, vous allez voir. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. Sinon, je vous dis, mon nom est Franco, puis je vous dis à un prochain épisode ce mois-ci, puisqu'on va en sortir 2. Ciao!